Ouais, t'inquiète. Eh bien, bonjour à tout le monde et bienvenue pour cette première table ronde de Y-Books pour ce dimanche 5 juillet. Je pense que la plupart des gens qui sont là sont au courant du thème, mais on va faire un petit rappel. Il s'agit des points communs et différences entre MM et Yaoi. Et j'espère qu'on va passer un bon moment et pouvoir débattre un petit peu de, de ce sujet fort passionnant. Moi, je suis Delphine et traductrice de manga yaoi chez Boss Love IDP. Je vais demander à mes camarades de se présenter de façon un petit peu plus longue sur qu'est-ce qu'elles font dans la vie et sur leur œuvre, afin que vous puissiez en savoir plus sur elles. On va commencer peut-être par Manapani. D'accord. Bonjour à tous. Moi, c'est Mariana Pani. Je suis une autrice française indépendante et je publie sur Internet ma BD principale qui est Wisteria. C'est un manga mi-yaoi et mi-thriller très vampirique. Je publie ça depuis 2013 et je les imprime aussi en version papier. Et je fais aussi d'autres BD à côté, toujours sur des thèmes plus ou moins vampiriques, mais Wisteria, c'est vraiment ma grosse BD thème LGBT, homo-romance et ce genre de trucs. On va passer à Amélie et Marie. Salut à tous. Je suis Amélie Séastier et ma co-auteure Marie Matthews. On est auteur de romans LGBT, principalement MM depuis... ça va faire 8 ans maintenant. Donc on écrit sur plein de termes LGBT dans nos œuvres. Voilà, on est publié en auto-édition et aussi en maison d'édition. On a sorti que des même en maison d'édition. Ouais, à part With You. On a sorti un titre MM chez J'ai lu et un autre chez Milady. Donc voilà. Violette. Bonjour à tous, moi c'est Violette. Donc, dans la vie, je suis libraire, spécialisée dans la jeunesse plutôt, donc ça va jusqu'aux 20 ans, on va dire. Donc, j'ai commencé à connaître justement la littérature LGBT en décidant de faire un rayon spécialisé parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui en demandaient. Et au fur et à mesure du temps, j'écrivais déjà des choses, mais j'ai rencontré quelqu'un, en fait, un ami qui écrivait de ça et donc je me suis mis à en écrire avec lui et au fur et à mesure, j'ai rencontré des clientes avec qui j'en discutais, en fait, en rayon et il y en a une qui m'a dit: «Mais vas-y, écris un truc public pour qu'on puisse lire et tout» et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui va sortir, aux éditions, Rainbow, dans la collection Rainbow, pardon, aux éditions Bookmark, dans 3 jours. Voilà! Donc voilà, ce sera mon premier bébé livre, voilà, le tome 2 sortira en septembre. Félicitations du coup pour cette sortie. Merci. Alors ma première question, ça va être, pour commencer déjà, est-ce que vous pouvez me donner chacune votre propre définition du MM et évidemment, du coup aussi votre propre définition du yaoi pour ce que vous en savez? Évidemment, je sais qu'il y a des personnes qui sont plus spécialisées MM que yaoi, ici, donc c'est simplement votre vision. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une définition correcte, c'est très interprétatif, hein. Donc voilà, essayez simplement, de nous donner votre vision des choses. Et justement, de toute façon, on va parler un petit peu de ces aspects qui sont très interprétatifs. Cette fois-ci, je vais commencer par Amélie et Marie. Je serais pas... Vas-y, on a chacun notre définition. Alors, je suis pas du tout spécialiste dans le yaoi, donc du coup, ma définition, je pourrais pas vraiment donner. Mais par contre, en MM, je dirais que la littérature MM, c'est une histoire entre, pas forcément deux hommes, mais enfin, il y a deux protagonistes masculins qui plus souvent vivent une histoire d'amour. Donc voilà, c'est des romans ou des BD graphiques qui sont
qui parle en fait d'une histoire d'amour entre garçons. Je dirais ça. Bon, bah, je vais dire la même chose pour le MM. Pour le yaoi, j'ai dû en lire 3, donc ça va être assez restreint ma définition, mais ce que j'ai remarqué, c'est une histoire d'amour entre garçons aussi, mais avec une différence entre les deux hommes. Voilà. C'est ça. Autant le MM, on peut avoir deux hommes identiques. Dans le yaoi, j'ai remarqué qu'il y avait toujours une différence soit d'âge, soit de corpulence, soit de domination. Voilà. Je suis d'accord. Ok. Ensuite, alors ça va être pour Violette. Donc effectivement, le MM, c'est histoire, enfin, je ne sais pas si je considère que c'est une histoire plutôt romantique. C'est vrai qu'il y a plus, mais là, ce sera pour plus tard dans les différences et coïncidences, on va dire. Il y a plus d'histoires variées, je trouve, dans le yaoi sous forme de thème que dans le MM, parce que c'est vrai que le MM, on voit plus de la romance. Et après pour le yaoi, moi j'en lis, vraiment beaucoup, j'adore, je lis tout ce que sort, Anna Collection et Taifu notamment. Et je pensais savoir ce que c'était jusqu'à ce que, en préparant cette table ronde, je décide de lire cette étude qui est Boys Love Manga and Beyond. Et en fait, c'est plein d'articles sur le boys love au Japon. Et du coup, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de catégories différentes, que le yaoi pour eux, c'est pas pareil que le BL, c'est pas pareil que plein d'autres choses. Donc, d'après ce que j'ai compris des articles que j'ai lus, là, pour le coup, yaoi, c'était destiné, à ce qui était pas forcément, en tout cas initialement, donc en 1979, c'était destiné à ce qui était pas forcément, commercialisé et aux histoires un peu légères, enfin, j'ai lu d'ailleurs que l'acronyme, yaoi, c'est un acronyme et que dans la traduction, ça désignait tout ce qui était léger, sans fondement, sans voilà. Donc maintenant, c'est plus le terme, enfin, c'est plus de cette manière qu'on le voit et ça a l'air d'être plus un terme générique où on met tout ce qui est histoire d'amour, LGBT, enfin LGBT masculin en manga. Mais voilà, grâce à ce livre, j'ai appris que ouais, parce que je suis libraire, je vous fais un peu la promo des livres en même temps, mais grâce à ça, j'ai appris que c'était pas toujours le cas. Voilà. Manapani? Vous avez vraiment pas de chance parce que non seulement vous avez une libraire, mais une ex-libraire ici. Donc on va vous tanner toutes les deux, j'ai l'impression. Alors pour ce qui est de mon opinion par rapport au MM et au yaoi, je pense que le MM c'est vraiment occidental et lié à la littérature, alors que le yaoi c'est plus lié au manga et au doujin. Les doujin c'est les mangas amateurs qu'on vend dans les comiquettes et ce genre de choses. Et je pense que oui, le yaoi, il y a quand même un aspect érotique très important parce qu'on fait l'indistinction quand il y a des scènes érotiques ou non. Dans ce cas-là, quand il n'y en a pas, on parle plutôt de shonen ai. Du coup, à mon avis, le yaoi, la part d'érotique est vraiment très importante. La romance est vraiment tout le cœur du scénario. C'est ça qui fait vraiment le squelette du yaoi. Ok, merci beaucoup. Alors, moi je trouve ça très intéressant déjà parce que je vois que vous avez en fait des sources très différentes, que ce soit en termes de lecture ou en termes d'expérience personnelle en fait sur les deux sujets. Donc on va approfondir un petit peu la question. Pour vous, quels sont les codes les plus représentatifs des deux genres? Vous avez parlé en général de romance déjà entre hommes. Manapani, tu parles du fait qu'il y a beaucoup d'aspects érotiques dans le yaoi par exemple. Je pense que ça fait partie des codes du yaoi, effectivement. Quels autres codes il y a donc pour le MM notamment, et pareil pour le yaoi. Et évidemment, dans ce cas-là, on va forcément parler de points communs. Donc, si vous notez des points communs, si vous avez noté des points communs entre les deux genres, vous pouvez, c'est le moment d'en parler aussi. Je vais commencer par... Alors, j'essaie de varier un petit peu, hein, que ce ne soit pas toujours les mêmes en premier. Violette. C'est sûr, parce que attention. Alors, ben, en point commun, par exemple, parce que c'est vrai que je m'étais jamais, avant de préparer ça, posé la question sur
Est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce que c'était pas juste, il y en a un, c'est des images et l'autre, c'est du texte? Mais en fait, si, parce que, par exemple, j'ai remarqué et j'ai vraiment fouillé ma mangathèque que j'avais pas de, yaoi qui soit du fake boyfriend. Alors qu'en gay romance, bah, c'est super, courant ce genre d'histoire et d'ailleurs c'est mon premier roman, c'est ça, c'est un fake boyfriend. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui écoutent et qui savent pas forcément, là où un personnage va engager un autre personnage pour prétendre être son petit ami, souvent parce qu'il doit aller à un truc avec son où il y a son ex et il a pas envie de se taper l'affiche pour être célibataire ou quoi. Et en yaoi et ben, j'en ai lu aucun. En fait, la plupart de j'ai essayé de les classer un peu ceux que j'avais et la plupart d'entre eux, c'était du, gay for you, donc là où un personnage, bah, était pas enfin, se considérait comme, hétéro au début de l'histoire et finalement craque pour un de ses camarades ou, voire du, friends to lovers qui est, un petit peu pareil, mais là où avant les 2 personnages étaient amis et craquaient l'un pour l'autre. Donc c'était une découverte intéressante parce que je me demande maintenant pourquoi il y a pas tous les thèmes dans les 2 genres. Est-ce que c'est parce que, bah, il y a moins de pages dans un yaoi et donc des histoires comme, Fake Boyfriend, c'est plus compliqué à mettre en œuvre en moins de pages? Est-ce que c'est parce que, il y a toute une partie enfin, c'est une partie moins physique érotique et donc du coup, comme ce qu'on recherche, aussi dans certains yaoi, c'est cette partie-là, est-ce que ça intéresserait pas les gens? Voilà, je fais une petite, pause pour que d'autres puissent parler parce que sinon je vous fais un exposé les filles, vous êtes pas sorties. On va échanger un petit peu de toute façon, hein, donc ça va sans doute revenir à toi à un moment donné pour, commenter, ce que disent les autres et inversement. Je vais, demander, alors c'est la loterie, hein, je suis désolée. Manapani. D'accord. Alors, personnellement, je lis très très peu de MM, donc je vais plutôt me concentrer sur le yaoi. C'est vrai qu'après, pour le yaoi, il y a quand même un esprit très japonais par rapport à la sexualité et la romance qu'on ne retrouvera pas forcément dans le MM. Même des archétypes qu'on pouvait trouver déjà dans les histoires du kabuki japonais qui se retrouvent dans le yaoi. Par exemple, la personne qui n'a aucune expérience sexuelle qui doit faire comme si elle était toute émue et toute honteuse. C'est vraiment japonais comme archétype et c'est pas forcément le genre de choses qu'on retrouverait dans la littérature occidentale. Donc après, oui, en tant qu'occidental, même s'il y a des gens qui écrivent du yaoi, il y a quand même des archétypes qui vont difficilement passer d'un pays à un autre. Du coup, je pense que oui, le yaoi se démarque vraiment sur l'esprit nippon. Amélie et Marie? Alors, donc la question c'était les codes les plus représentatifs du MM. Je pense que quand on est dans la romance MM, souvent donc il y a la romance, mais il y a souvent un thème secondaire ou un thème qui est à peu près conséquent. Et c'est vrai qu'on va beaucoup traiter de coming out, d'acceptation de soi ou d'homophobie. Il y a des thèmes qui reviennent régulièrement en littérature MM que enfin, je pense que c'est ce qui fait partie en fait quand on écrit souvent une histoire MM, on y met à côté un second thème très important sur l'acceptation de soi et tout. Autre que la romance. Ouais, autre que la romance. Après, il y a de la romance pure et dure. Oui, après, il y a de la romance pure et dure. Ce qu'il y a, c'est que le MM, il y a tellement de sous-genres aussi. C'est dans ça. le MM. Autant que la romance MF, en fait. On peut tout faire en MM. Donc, Oui, que ce soit érotique, dark. ouais. On peut tout se permettre en fait en MM. Exactement. Et après, il y a une, c'est pas trop. Ouais. On n'en lit pas trop donc. Et là, on a de la chance. Les autres, on Il y a deux experts. Alors justement, je pense qu'on a vu, alors déjà effectivement on sait qu'il y a de grosses différences culturelles, mais qu'on a quand même un point, enfin on a quand même un point commun assez important qui, même si le yaoi est souvent axé sur des aspects sexuels, on a quand même, il me semble, quasiment toujours des aspects romantiques aussi bien dans le yaoi que dans le MM. Et inversement, on a quand même aussi dans le MM beaucoup de choses qui sont très très érotiques, avec une forte relation à l'érotisme dans des histoires qui sont toujours effectivement très romantiques aussi. Ça, c'est je pense, les
point commun extrêmement générique. Mais j'ai l'impression que le MM comme le yaoi sont vraiment en évolution sur et d'ailleurs commencent à aborder des sujets, des thématiques différentes. On est parfois beaucoup moins sur justement ces questions, par exemple d'acceptation de soi, etc. Il y a toujours un travail là-dessus, mais c'est placé dans d'autres genres. Maintenant, on a de plus en plus de fantasy, de fantastique, etc. Par exemple dans le MM. Ça commence aussi à se faire dans le yaoi, avec de plus en plus de titres qui sortent un petit peu des sentiers battus à ce niveau-là. Et j'aimerais savoir justement ce que vous avez perçu dans ces évolutions, qu'est-ce que vous avez repéré, et peut-être aussi vous, comment est-ce que vous avez peut-être fait évoluer ces genres dans dans votre création à vous en soi, ou coller à certaines évolutions qui vous ont semblé intéressantes peut-être. Je vais demander d'abord à... on va refaire Amélie et Marie. Alors, pour l'évolution du MM, c'est vrai que quand nous, on a commencé à écrire, il n'y en avait pas beaucoup déjà enfin, des Françaises qui écrivaient du MM en littérature. Donc, c'est vrai que tous les thèmes étaient encore à faire. Donc, c'est vrai que nous, on est parti sur des thématiques de base. Et après, on s'est permis, je pense, au fur et à mesure des publications, une fois qu'on a abordé le coming out, l'acceptation de soi, et en fait, les thèmes de base, on se permet d'aborder d'autres thèmes, comme par exemple la maladie ou des choses qui sont un peu plus pointues ou un peu plus sensibles qu'on ne ferait pas pour un premier roman, je pense, en tant qu'auteur. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution dans le sens où, vu qu'il y a de plus en plus de bouquins là-dessus, les auteurs se permettent beaucoup, beaucoup plus de choses, que ce soit en romance contemporaine ou en dark ou même en paranormal. Donc c'est vrai qu'il y a de l'évolution dans les thématiques, je trouve. Ouais, parce que quand on a commencé, même quand on a commencé à en lire, avant d'en écrire, hormis les fanfictions, il n'y avait rien, ouais. Il n'y avait rien du tout, en fait. C'était vraiment ça le truc de base, c'était les fanfictions. Après, il y a eu quelques romances, mais c'était vraiment de la romance lambda, en fait, quoi. Sans autre sujet que l'histoire d'amour. Et là, maintenant, c'est vrai que tu vois, comme je disais, l'évolution, elle est quand même super grande. Parce que tous les genres peuvent être traités en MM, quoi. Et au final, ça devient, ça nous laisse un large choix. Et puis même pour nous, quoi, On peut tout se on permettre. peut tout se permettre maintenant, quoi. Et c'est bien, parce que d'un côté, ça met à égalité avec les autres romances, en fait. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je vois Violette hocher de la tête. Donc Violette. Oui, c'est vrai. Bah, déjà, je commence par le yaoi, mais quand j'ai commencé à en lire, c'était il y a peut-être 10 ans. À chaque fois dans le scénario, il y avait d'une part l'implication de la famille d'au moins un des personnages. Donc on voyait ses parents qui désapprouvaient ou son frère, sa sœur qui désapprouvaient, tout ça. Alors que là, toutes les choses récentes que j'ai achetées, il y a plus du tout, soit la famille est pas présentée et du coup, bah, c'est pas enfin, l'homosexualité du personnage pose pas de problème à quelqu'un et ça en pose qu'à lui-même, on va dire. Mais il y a plus l'intervention extérieure d'une sorte de famille moralisatrice qui va, être la raison pour laquelle le personnage s'empêche au début de tomber amoureux. Et j'aime bien ce côté justement progression aussi dans la romance MM et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi dans mon premier tome là, c'est qu'il y a une différence de génération où, les parents du personnage sont vraiment opposés à ça et trouvent ça pas bien et cetera. Par contre, tous les personnages qu'on rencontre qui sont de l'âge des protagonistes, eux, ils ont pas de problème avec ça. Pour eux, c'est normal et j'aime bien ce côté évolution parce que je pense vraiment qu'il y a qu'en considérant que c'est normal, l'homosexualité, qu'on va casser dans l'esprit des gens le fait que, il faut, s'en offusquer, regarder, montrer du doigt, voilà, c'est en gros, pas montrer quelque chose du doigt, forcément ça l'amène sur le pied d'égalité de toutes les autres choses, donc de toutes les autres romances et je trouve que pour le coup, la libraire, c'est un travail aussi intéressant pour ça, parce que quand les gens viennent me demander, si j'ai une romance et tout ça à leur recommander, avant, j'allais 100 vers des trucs hétéros et en fait, ça fait quelques années que je me dis: «Mais attends, ils m'ont pas dit qu'ils voulaient une romance hétéro. Si ça se trouve, je leur propose un truc, gay et ils aiment parce qu'ils veulent la romance». Et il y a plusieurs clients comme ça où je me suis lancée et en fait, j'ai pas du tout rencontré d'opposition
Donc la barrière, c'était que dans ma tête et on se rend compte comme ça que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de se rendre compte de ça, qu'en fait, oui, il y a plein de choses qu'on craint qui sont juste dans notre tête. Il y a même un père parce que comme je fais le rayon ado aussi, j'ai un rayon, LGBT pour ados et un père venait chercher un roman pour sa fille et pareil, il me dit qu'elle est hyper romantique, qu'elle aime bien les romances et tout ça machin et là je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la tente?» Tu vois? Parce qu'à cette époque en rayon, j'avais les choses comme, bah, Moi Simon, j'avais Aristote et Dante qui sont absolument géniaux et donc je me dis: «Bah, allez, bah, je la tente». Alors en plus, enfin, ça faisait 2. C'est horrible parce que j'aime pas penser comme ça, mais ça me faisait encore plus peur le fait que ce soit un homme à qui j'allais proposer ça pour sa fille, que le fait que ce soit une femme qui soit venue et donc je lui fais mon speech comme ça, machin et donc c'était clair, hein, que c'était 2 mecs et il y a eu un blanc monumental dans le rayon et il tenait les livres à la main comme ça et il fait: «Oh ouais, allez, bah, ça change. Ouais, OK, bah, je lui prends ça» et il est parti en caisse et j'étais sous le choc parce que je me suis dit: «Mais oh mon Dieu, mais» puis je me disais: «Mais tout ce temps perdu à ne pas le faire, c'est énervant. Si ça se trouve, on aurait pu aller vers l'évolution bien avant». Voilà. Mais malheureusement, c'est un peu normal aussi d'avoir intériorisé cet aspect-là, de se demander toujours: «Est-ce que je vais oser en parler?» parce qu'on a toujours quelque part, il va y avoir des réactions négatives, en fait. On en voit encore aujourd'hui. On est encore, dans une situation où, on a des commentaires du type: «Oh là là, des éditions, qui ne font que de la romance, ou des romans même, ou des histoires avec des personnages LGBT, mais enfin le lobby LGBT va nous conquérir» et cetera. Enfin, on a des gens qui réagissent comme ça encore, en fait. Donc c'est normal un petit peu d'avoir cette peur, même si effectivement on peut commencer aujourd'hui à s'en départir parce que finalement les réactions ont changé, et les gens commencent vraiment à s'ouvrir l'esprit à ce niveau-là et on peut en parler finalement beaucoup plus facilement, sans se mettre en danger, vis-à-vis de la personne, sans avoir forcément de réaction négative. Donc tant mieux, ça change justement et je pense que la variété qu'on commence à avoir, aussi dans, aussi bien le yaoi que le MM d'ailleurs au niveau des propositions, permet davantage ces échanges parce qu'on finalement quand quelqu'un te dit: «Je cherche une romance, par exemple sur tel thème», mais maintenant en fait elles existent en MM sur, tous les thèmes possibles et imaginables et c'est pareil, en yaoi aussi je dirais à beaucoup d'égards. Peut-être que le yaoi est un petit peu moins large encore parce que c'est un genre qui est très en mouvement, mais qui n'aborde pas encore les mêmes thèmes justement à cause du contexte culturel. Donc on a encore un petit peu de travail à faire peut-être à ce niveau-là, mais ça commence à avoir vraiment aussi une grande variété, ce qui fait qu'on peut proposer plein de choses et parler de plein de thèmes différents, à des gens qui ont dit: «J'aime tel thème» et là, bah, tu vas leur dire: «Oui, oui, il y a ça par exemple si tu veux» et c'est devenu possible alors qu'à une époque effectivement alors c'était pas moins varié, c'était différent et c'était moins accessible aussi parce qu'on était moins renseigné sur, beaucoup de choses. Manapani, est-ce que tu veux, commenter aussi sur ces aspects? Oui, alors, pour ce qui est de l'évolution du MM et du yaoi, je trouve que ça a pas mal bougé ces dernières années, surtout sur 3 points à mon avis. C'est, le réalisme dans les relations, le développement de la romance et surtout le consentement. Parce que pour avoir discuté avec des éditeurs de yaoi, ils m'ont avoué que ça fait quelques années qu'ils font très, très attention sur l'histoire du consentement parce que dans le yaoi, ça n'a pas toujours été, une évidence, dans certains doujins au début et maintenant le public réclame vraiment à ce que le consentement soit respecté, sous peine de trouver ça super glauque. Donc, il y a quand même, le lectorat est quand même plus éveillé sur ce genre de questions et aussi, il est plus exigeant, par rapport, au consentement et ils veulent plus voir, 2 hommes s'emboîter comme des Legos, quoi. Donc ils préfèrent quand même que ce soit plus travaillé sur ce point-là et c'est vrai que c'est vraiment les points qui ont beaucoup beaucoup évolué. Après, pour ce qui est de ce que je fais dans mon œuvre, dans Wisteria, je prends beaucoup mon temps pour, développer la relation amoureuse parce que je trouve que c'est important pour, mettre des enjeux, ne serait-ce que dans l'érotisme, ça fait plus récompense que d'avoir les scènes érotiques immédiatement. Et j'ai trouvé que oui, effectivement, dans le public, plutôt ce genre d'attente sur des romances plus développées, plus,
plus factuel et vraiment le consentement, c'était vraiment la thématique des dernières années. Et maintenant, les éditeurs comme Taifu, ils m'ont dit que c'était une des thématiques qu'ils voulaient vraiment faire attention désormais. Oui, je pense que si je peux rebondir là-dessus, on voit aussi de plus en plus dans des mangas yaoi, alors que c'était pas du tout le cas à une époque, et je crois que c'est un petit peu la même chose dans MM. Moi aussi, j'ai commencé avec la fanfiction, etc. Et je pense que c'était un petit peu ça, c'est un point commun pour le coup à une époque. On avait des choses qui étaient très axées érotiques, mais aussi effectivement que du non-con, donc vraiment du non-consentement dans tous les sens, et aussi pas de protection, etc. Et d'une part, je pense qu'on le vivait plutôt bien parce qu'on n'était pas forcément renseignés nous-mêmes en tant que collectoristes, mais aussi parce qu'on ne cherchait pas plus que ça à ce moment-là, parce qu'on découvrait. C'était déjà assez magique de découvrir ces univers-là, je pense, parce qu'ils avaient des attraits soudains finalement pour nous. Et à force de commencer à se renseigner, etc., qu'on est le public nous aussi, je pense que tout le monde est parti un petit peu sur d'autres choses et d'autres besoins. Et en grandissant, on a appris des choses et donc on est devenu un peu plus exigeant à certains égards finalement. D'où une évolution aussi. Je pense que les personnes qui produisent du yaoi ou du MM sont aussi de plus en plus renseignées, etc. et ont envie de proposer de la diversité en fait dans ces éléments. Et c'est vrai que, je pense que ça se voit beaucoup plus dans le MM et même dans le yaoi justement où comment dire, on se retrouve avec ces nouveaux codes alors même qu'on a d'autres codes à côté justement qui sont toujours vieux finalement. On a encore des mises en scène de relations extrêmement toxiques, etc. Pourquoi pas, en soi, c'est de la fiction. Mais c'est plus assumé, en fait. J'ai l'impression, on voit de plus en plus de livres où en fait on te dit clairement que la relation, tu es susceptible de la trouver excitante ou intéressante, mais elle n'est pas forcément, on va t'annoncer clairement que c'est pas forcément une relation saine. Et c'est quelque chose qu'on t'annonçait pas forcément effectivement à une certaine époque, alors que maintenant c'est bien plus presque assumé, j'ai envie de dire. Et donc finalement, on en a conscience et on peut trouver de l'intérêt dans ces fictions-là aussi, justement parce qu'on te dit clairement. Je pense à un certain nombre je pense à In These Worlds qui pour moi est un mélange entre du MM et du manga yaoi finalement, qui est presque vendu comme un yaoi mais avec des codes complètement différents. Et finalement, on trouve totalement dans ce type d'œuvre des éléments hyper toxiques, etc., qu'on va trouver érotiques ou intéressants, mais comme on est conscient finalement de ce qu'on nous montre, on va y trouver une originalité qui nous manque peut-être, qui nous manquait à une période où on avait lu absolument toutes les fanfictions du monde, etc. Quand on était peut-être plus jeune. Je pense qu'on est un certain nombre là à avoir pas mal baroudé dans le milieu. Je pense qu'on peut passer à vraiment, vous avez commencé à parler un petit peu de vos œuvres. On peut passer carrément justement à cet aspect code, etc., mais dans vos œuvres à vous. Là, je vais vous demander des anecdotes, je vais vous demander de me dire, par exemple, moi, j'aime bien tel code ou tel archétype, donc je l'ai utilisé. Voilà, je sais ça fait 20 ans qu'il existe, je m'en fiche, je voulais travailler dessus. Ou inversement, tel univers, j'ai voulu le faire complètement différent, j'ai voulu sortir des codes. Je voudrais que vous m'expliquiez tout ça sur des éléments de vos œuvres. Je vais commencer avec Amélie et Marie, que je vois sourire. Alors, du coup, pour nos autres, par exemple, moi j'ai une petite anecdote. Je rentrais avec des copines d'un salon LGBT en littérature en Allemagne. Et dans l'aéroport, on discutait qu'en littérature MM, en romance, il n'y avait pas de romance en fait, dans l'univers du porno. Et donc, du coup, on a rigolé là-dessus. On me dit, c'est vrai, ça n'existe pas, tout ça. Et suite à ça, en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, c'est vrai, il n'en existe pas. Et du coup, j'ai fait des recherches, tout ça, et j'ai découvert tout un univers parallèle, en fait, au porno qu'on connaît tous, ce qu'on appelle le porno mainstream. Et donc, du coup, j'en ai découvert un deuxième qui s'appelle le porno arty. Et du coup, j'ai décidé d'écrire une saga là-dessus. Parce qu'en fait, le porno arty, c'est un porno qui se veut engagé et au plus près de la réalité. Et je trouvais ça intéressant de le mettre en fait, dans une saga.
Nous, les codes qu'on utilise quand même pas mal, ce serait l'homophobie. Ouais, c'est vraiment un truc sur lequel on a pas mal de livres dans leur jeu, surtout dans le milieu du sport. Ouais. Voilà. C'est un truc qu'on aime bien traiter en fait. Puis les milieux un peu chauds, genre, tu vois, les bikers, la mafia. Voilà. Là où l'homosexualité n'a pas sa place. Voilà. Dans des milieux qui sont assez fermés, assez machos, assez hétéros. Et ouais, on aime bien traiter ce genre de choses aussi. Voilà. En même temps, c'est relativement assez contradictoire en fait. Ouais. En fait, dès qu'on a envie d'écrire sur un thème, on se prive pas et on le fait. Hein. Et sinon, elle, c'est très érotique. Mais c'est érotique avec vous voyez, c'est de l'érotisme avec des sujets quand même assez sensibles derrière, quoi. C'est pas du sexe. Du sexe, ouais. Ouais. Donc, voilà. Ok, merci. Manapani. Alors, je suis un petit peu dans l'embarras parce que j'ai eu des coupures son, donc j'ai eu que la moitié de la question. Est-ce que c'est possible de répéter? Oui, bien sûr. En gros, comment est-ce que toi, tu utilises ces codes du yaoi ou du MM, etc., dans ton œuvre? Dans quelle mesure tu t'en es départi à certains égards et peut-être plus raccroché à d'autres, etc. Comment tu as interprété et ou réinterprété ces codes dans ton œuvre? Je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet. Oui. Alors, pour ce qui est du yaoi, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Parce que niveau roman, je suis extrêmement difficile, hein, je suis fine bouche. Donc c'est vrai que niveau cliché, soit je les reprenais pas, soit je les détournais. C'est vrai que le coup du yaoi, où au bout du premier tome, les deux personnages principaux ils sont amoureux, ils couchent ensemble, ça me plaît moyen. Du coup, j'ai fait l'inverse en fait, où les deux protagonistes, ils mettent 33 chapitres pour faire la bête à dodo, quoi. Donc c'est vrai que sur ce côté-là, j'y ai pas mal joué. Et puis il y a le rôle du hockey, du sémé qui revient souvent. Et finalement, je m'amuse à intervertir les rôles et renverser le rapport de force régulièrement, histoire d'avoir un peu plus de dynamisme. Surtout que quand les rôles sont trop fixes, je trouve que ça fait un petit peu hétéronormé. Et je voulais quand même outrepasser ce genre de clichés. Surtout que moi, en plus, je suis dans le vampirisme. Donc, le queer et vampirisme, c'est une grande histoire d'amour et ça pose déjà des questions par rapport au genre et à la sexualité. Donc, je voulais explorer ça, surtout que ça peut aussi apporter une dimension Eros-Thanatos que je trouve très intéressante, qui n'est pas forcément liée au yaoi en soi, mais plus à la littérature romantique. Et par exemple, à l'Eroguro aussi, pour le manga plus proche de nous dans le temps. Et je voulais aussi piquer des archétypes qui venaient d'autres types de romances. Et tu as, j'ai l'impression aussi, pas mal détourné, je trouve, tous les codes de la façon dont se monte une relation avec des personnages qui sont complètement perdus, d'une part, et d'autre part, qui sont dans une espèce de conscience quand même de l'horreur de ce qui se passe en eux et autour d'eux, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si je surinterprète, mais je trouve ça vraiment intéressant parce qu'effectivement, techniquement, tu as catégorisé ton histoire comme du yaoi vampirique, notamment, mais en même temps, effectivement, il y a beaucoup de codes qui sont assez à l'inverse de tout ça et qui sont analysables en fait totalement différemment de ce qu'on voit d'habitude. Est-ce que tu veux parler un petit peu justement de la façon dont tu as fait progresser davantage cette relation dans un cadre un peu horrifique? Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que après, en renversant les codes, en exploitant le thème vampirique, ça m'a permis aussi de toucher des publics qui ne sont pas du tout attirés par le yaoi, même qui détestent ce genre de choses parce que c'est pas du tout leur délire. Et ils ont dit ouais, j'ai réussi à aimer ce que tu fais parce que c'est pas du tout dans les clichés romances. Disons que je suis plutôt partie du principe de qu'est-ce qui se passerait si Twilight était bien écrit en fait.
pour y aller gratuitement. Et du coup, j'ai pris en compte le risque du fait d'être en relation avec une créature dangereuse et ce genre de choses qui permettent d'ajouter un enjeu dramatique. Et surtout que les romances entre vampires et humains c'est vraiment un genre qui a été vu et revu. Et surtout dans ce qui était queer. Par exemple, pour citer Carmilla, qui est sortie déjà en 1872, déjà les romances lesbiennes entre humaines et vampires, ça s'est déjà fait. Du coup, il fallait pouvoir se réinventer par rapport à ça. Et du coup, j'avais quand même pas mal de documentation pour comment réfléchir par rapport aux thématiques yaoi et vampires et relations entre un humain et un monstre, ce qui a permis de réfléchir sur le sujet au niveau, surtout la thématique Eros et Thanatos qui est vraiment le bon endroit pour l'exploiter. Du coup, je me suis mise à cœur joie là-dessus. Ok, en effet, oui, enfin, ça se voit très bien effectivement dans dans la progression de l'histoire, etc. C'est très très intéressant la façon dont c'est présenté. Je vous encourage à lire Mysteria. Violette, je t'en prie. Donc, bah, déjà dans le tome 1, c'est ce que je disais, c'est un fake boyfriend et traditionnellement, on va dire, dans les fake boyfriends, c'est un personnage qui est gay déjà et qui embauche un hétéro pour aller à sa fête de mariage ou je sais pas quoi, pour faire voir à son ex qu'il est pas célibataire et l'hétéro bah, va tomber amoureux de lui. Et là, pour le coup, le personnage qui embauche est donc un personnage qui est hétérosexuel et il l'embauche pas pour faire une sorte de pied de nez à ses parents, en fait, qui lui demandent de se trouver quelqu'un et de se caser de manière sérieuse. Et sauf que ses parents, bah, ils ont juste dit ça, ils pensaient qu'il allait choisir une fille, quoi. Et comme le gars, il a pas envie de faire ce qu'on lui demande, grosso modo, il fait: «Ah ouais, OK, pas de problème» et du coup, il choisit Mallory, le personnage, pour se mettre avec lui. Et en fait, là où il y a une sorte de piège, c'est que j'attire les gens avec le côté, fake boyfriend, mais pour moi, l'histoire est plus une histoire sociale qu'une histoire, romantique. Parce qu'en fait, le personnage de Mallory vient d'une famille extrêmement, compliquée qui est à Cardiff, donc après le reste de l'histoire se passe à Cardiff et bah, c'est plus l'histoire de l'humanisation, on va dire, de James, le personnage de départ qui croyait être, le roi du monde et qui croyait que, bah, la vie c'était facile pour tout le monde comme c'était facile pour lui. Et en fait, en choisissant Mallory, bah, malgré lui, il s'implique dans sa vie et il se rend compte, grosso modo, que, ouais, que c'était un petit con avec une cuillère en argent dans la bouche et que, bah, il y a plein de malheur autour de lui et en fait, il peut faire quelque chose. Et j'aime bien ce personnage parce que je trouve que de l'extérieur, il a l'air plat, mais il va réaliser qu'il a du pouvoir et que c'est pas le pouvoir qu'il pensait, c'est pas le pouvoir de son argent, en fait. C'est le pouvoir d'être humain et de pouvoir faire changer les choses pour quelqu'un qui avait rien demandé, déjà, parce qu'il pensait se débrouiller tout seul. Donc voilà, moi, c'est un peu mon côté, pour se démarquer, justement des traditionnels fake boyfriends, ce côté-là. Et après, comme Marie et Amélie, j'aime beaucoup aussi ce qui se passe dans le milieu du sport. Et c'est pour ça qu'une de mes histoires évolue dans le monde du rugby. Et en fait, là, c'est une sorte d'hommage que je veux faire. Attention, je vous sors encore un livre. À, Gareth Thomas, n'est-ce pas? Qui est le capitaine, enfin, qui était le capitaine de l'équipe de rugby du Pays de Galles. Et qui est le premier sportif dans le milieu du rugby à avoir fait son coming out, en fait. Et il y a une phrase qui m'a marquée, dans le livre et je sais que par rapport à la communauté LGBT, on a tous ses propres expériences et tout ça. Mais la phrase qui m'a marquée, c'est, il dit: «Dans quel monde croyais-je vivre?» juste après qu'il ait fait son coming out à ses coéquipiers, en fait. Parce qu'il y a aucun coéquipier qui va lui dire quoi que ce soit, alors que lui, ça faisait des années qu'il angoissait dans le vestiaire à se dire: «Non mais ils vont me jeter, ils vont» enfin et imaginez ce gars, ce
colosse, capitaine de l'équipe. Il a été capitaine des Lions aussi. Pour ceux qui connaissent le rugby, ils savent que c'est juste ouf. C'est le plus grand poste qu'on peut avoir en Europe. Et il était en train de trembler en se disant: «Mais si, mes potes voilà, m'acceptent pas?» Et voilà, et cette phrase: «Dans quel monde croyais-je vivre?» alors que justement il a été accepté, bah, ça fait écho au père de la nana là qui est venu, où ouais, dans quel monde je croyais vivre? Pourquoi est-ce que j'ai cru qu'il allait me dire non? Et je sais que dans le monde, bah, c'est très triste parce qu'il y a des gens, qui, auraient, été mal reçus par ce père de famille. Il y a des rugbyman qui auraient été mal reçus par leurs coéquipiers et tout ça. Mais il faut quand même pas oublier que ça arrive pas systématiquement, et je pense que c'est la petite différence qui fait que des fois ça fait l'impulsion pour oser les choses. Et du coup, dans le tome que j'écris, qui pour l'instant s'appelle «Pour l'amour du jeu», mais je sais pas si, il gardera ce titre, pardon. Et ben, c'est aussi l'histoire d'un rugbyman qui est, comme ça dans cet univers, qui joue au rugby avec son meilleur ami, depuis qu'ils sont tout petits, et ils ont été séparés par la vie, mais en fait, ils sont, engagés tous les 2 pour jouer dans l'équipe de rugby du Pays de Galles, et donc ils se retrouvent 6 ans après s'être séparés. Et ben, j'ai essayé de mettre la peur de ce joueur exceptionnel, la Gareth Thomas, dans le personnage d'Alexander, et pour aussi arriver à une sorte de, conclusion ultra positive c'est normal d'avoir peur parce que en effet, tout peut arriver, mais rien que la possibilité que les choses se passent bien mérite, je pense, de, prendre le risque, d'être honnête avec, soi-même, avec les autres, et voilà. Amélie et Marie, est-ce que vous voulez analyser un petit peu, par exemple pour hors-jeu, comme on parle de sport, un petit peu justement les réactions de vos personnages, etc., et expliquer comment vous avez travaillé là-dessus? Alors, pour hors-jeu, c'est vrai qu'on a décidé d'écrire hors-jeu parce que de base, j'étais très très fan de football en tant que joueuse et en tant que supportrice. Et c'est vrai que depuis toujours, on connaît que dans le foot, il règne quand même une homophobie assez répandue, c'est-à-dire que ça va des insultes ou même au niveau de l'acceptation. Enfin, je veux dire, il n'y en a pas dans le foot. Et c'est vrai qu'on trouvait ça intéressant d'exploiter en fait ce milieu où on a l'impression que les personnes LGBT n'ont pas leur place, alors que étrangement, quand on est dans le foot féminin, il y a beaucoup moins de problèmes. Mais quand on est dans le foot masculin, il y a une espèce de, il faut que tout le monde soit viril, tout le monde soit comme la société l'entend, alors que bon, c'est pas parce qu'on est gay qu'on est mieux un joueur plus mauvais qu'un autre. Et en fait, c'est vrai que quand on a décidé d'écrire hors jeu, on a voulu en fait, explorer ce thème de comment on est une star en fait dans son pays et même au niveau mondial, et comment on fait quand on est gay en fait et qu'on a peur de cette pression sociale au niveau du sport. Et c'est vrai que là-dessus, on a essayé de coller au plus proche de la réalité, même si bon, on s'est permis, je veux dire, on a traité beaucoup de sujets en un seul bouquin, on a essayé de le faire le plus réaliste possible. Il y a 2 personnages dans un jeu. Tous les 2 sont totalement différents. Tous les 2 sont gays, mais tous les 2 sont totalement différents. Par contre, aucun des 2 n'assume publiquement son homosexualité. Parce que dans le foot, c'est quand même. Mais je crois qu'il y en a qu'un seul dans le foot qui a fait son coming out une fois que sa carrière était terminée. Donc, Mais on a traité les 2 vis-à-vis de leur famille différemment en fait. Donc il y a la grosse star qui lui est vraiment dans le placard total, quoi. Même ses parents ne savent pas. Et l'autre, par contre, il est accepté par sa famille. On a voulu montrer les 2 aspects comme ça. Et attends, merde, c'était quoi la question? Est-ce que tu peux nous répéter la question? Ouais, parce que je voulais dire. Comment est-ce que vous avez exploité justement, comment vous avez développé vos personnages vis-à-vis justement de cette finalement de ce, c'est presque un nouveau code finalement, cet aspect justement placard, coming out, etc., mais dans le sport, parce qu'en soi on travaille beaucoup sur ces sujets de coming out, mais dans le sport ça commence seulement à se débloquer d'ailleurs dans l'actualité justement, comme tu disais Violette, et pour le football aussi. Et je sais que l'équipe avait sorti tout un article à un moment donné, c'était extrêmement choquant limite, parce que justement c'était positif en fait, ce qu'ils essayaient de dire, ils essayaient d'aller vers quelque chose de plus ouvert, mais ça avait fait un scandale pour beaucoup de personnes. Donc comment vous avez développé vos personnages en fait dans cet univers et vis-à-vis de ces
finalement de ces archétypes-là, justement, l'archétype du joueur qui est dans le placard parce que son univers, en fait, malheureusement, est dans cet état, quoi. Ouais, donc voilà, c'était ça. Donc, alors, donc, comme je disais tout à l'heure, donc, ouais, les deux différents, un qui est vraiment dans le placard total et qui flippe tellement, comme le joueur de rugby en fait là, qui flippe tellement de l'annoncer, de tout perdre, de voir tout son monde s'effondrer en fait, parce que c'est sa vie le foot, quoi. Et sachant qu'il va perdre aussi sa famille, tout ça, il est certain de tout ça. Et l'autre qui a un peu moins de peur parce que lui, il a sa famille derrière lui. Il a quand même un soutien moral. Il sait qu'ils seront là toujours, quoi qu'il arrive, et que le foot, le foot, c'est une partie de sa vie, mais c'est pas ce qui va définir son existence, quoi. Donc ouais, on a traité sur les deux sujets comme ça. C'était assez bien et assez contradictoire de les voir tous les deux évoluer vers le coming out, en fait, quoi. Ça. Et ce qui a fait leur force, finalement, c'est leur C'est amour. ça. Manapani, alors je pense qu'on peut parler un petit peu de sport avec toi aussi, parce que ton héros fait du parcours, si je me souviens, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il me semble que c'est ça. J'ai trouvé très intéressant dans ton œuvre justement la façon dont tu mets en rapport tout son état d'esprit et son besoin et sa passion pour l'activité physique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet ? Oui, après, j'ai fait en sorte que le personnage principal, fasse du parcours parce que je trouve ça éminemment stylé. C'est la raison numéro 1. Mais après, le fait, ouais, le rapport du sport à la réappropriation de son propre corps, en fait, pour se sentir mieux, tout simplement, loin du regard et du jugement des autres. Et aussi en parallèle au fait que le vampire soit en dehors de la société, ne se déplace pas normalement, puisqu'il peut courir à toute vitesse et bondir à des hauteurs surnaturelles, et mettre en parallèle le fait qu'il ne se déplace pas comme tout le monde, et développer par ce fait un point commun entre les deux, le fait que ce soit un peu des outsiders par rapport à la société. Même si les personnes LGBT sont de plus en plus acceptées, il y a quand même cette question-là du fait qu'ils soient ostracisés, surtout que le personnage principal est d'origine étrangère, ce qui fait que, surtout chinoise, là-bas où c'est moins accepté qu'en Occident. Donc il y avait aussi cette question-là qui venait. Et du coup, ça permettait d'offrir une possibilité au personnage, oui, en effet, de se réapproprier son être et pouvoir se libérer et s'exprimer comme il le sent. On retrouve beaucoup ce rapport au corps. En général, moi, tout ce que j'ai pu voir en MM, on a extrêmement souvent des personnages qui ont besoin de s'exprimer physiquement, soit qui sont sportifs, soit qui font un sport de combat, etc. Je sais que dans les MM qui sont plus dans l'action, on va avoir beaucoup des scènes d'action vraiment où on a une sensation de la part du personnage de vitesse ou d'adrénaline en fait, de façon générale. Ça revient assez régulièrement. Je pense que ça fait partie des éléments qu'on retrouve très facilement dans le MM. Il y a pas mal de questions dans le chat, donc je vais juste vous poser je ne sais pas si on va avoir le temps, mais juste la petite question détente rapidement. Est-ce que vous avez un archétype ou un cliché favori? J'en avais listé quelques-uns, comme le power bottom pour le yaoi, ou le scénario gay for you, justement, les ennemis jurés, ou le sémé sadique. Et puis je vais ajouter le fake boyfriend, justement. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça qui vient toujours vous chercher, où vous dites ah ça je veux le lire, c'est bon, j'en ai lu 50 mais je veux encore. Pardon, Violette. Je pense que moi, mon préféré, c'est le Friends to Lovers, parce que j'aime le côté, les personnages se connaissaient déjà, mais il y a un moment vraiment où c'est plus possible d'être juste amis, parce que les sentiments d'un des deux va vraiment prendre le pas, et puis l'amitié va plus lui suffire finalement, ou alors il va commencer à avoir peur parce que l'autre a une copine sérieuse ou quoi, et ouais, donc encore plus. Et je pensais pas que je répondrais ça en plus avant de faire la table ronde, mais je me suis vraiment interrogée, et c'est ça qui fait le plus palpiter mon cœur, quand c'est 2 amis qui finalement s'avouent leur amour.
Manapani? Alors, ce que j'aime bien, c'est un sous-genre du yaoi qu'on appelle le monster fuck. C'est en gros les romances entre un humain et un monstre. Et j'avoue, j'ai un dégain pour ça, pour aucune raison objective, hein, forcément. Et c'est vrai que le côté romance humain-monstre, ça permet d'ouvrir un boulevard de questions sur la société, le rapport aux autres personnes. Puis aussi la limite entre un humain et un monstre, à partir de quel moment est-ce qu'on peut le considérer comme un monstre ou non. Et surtout que ça peut aussi se retrouver dans un autre genre de manga que j'aime bien, c'est les Rokuro, où justement on peut poser la question du handicap, des frics, et ce genre de choses. Et je trouve que c'est un thème très large qui permet de poser des questions quand même assez profondes. Et puis aussi parce que c'est quand même rigolo de voir des bestiaires très variés shippés avec des humains. Oui, oui. Voilà. Je ne peux que plus soigner ce commentaire. Marie et Amélie? Moi, ce que je préfère, c'est les ennemis jurés. J'adore les trucs avec les rapports de force. Et puis, voilà, je trouve ça super craquant, en fait, après, à partir du moment où ils s'avouent qu'ils sont attirés l'un vers l'autre. C'est vraiment l'archétype que je préfère. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi l'Enemy to Lovers, mais mon préféré, c'est le Gay for You. J'adore cet archétype. C'est vraiment... si on me dit qu'il y a un Gay for You, il y a grande chance que je lise le bouquin en fermant les yeux. Ok, super. Justement, je pense que c'est magique parce que Manapani, tu parlais un petit peu de cet aspect Monster Fuck, etc. Alors c'est un petit peu entre les deux. On avait une question tout à l'heure sur l'aspect alpha oméga. Et alors je sais pas à quel point vous connaissez le genre ou pas, mais c'est vrai que c'est un sous-genre qui est assez développé. Alors il me semble, ça c'est un énorme point commun parce que c'est aussi développé dans le yaoi que dans le MM. On a énormément d'Omegaverse qui sont sortis depuis quelques temps là dans les mangas yaoi, etc. C'est vraiment, ça fait un boom. Et ça arrive très très régulièrement. On a plein de sorties MM aussi dans ce genre. Est-ce que vous avez envie de développer un petit peu sur le sujet et sur la personne demandait c'était quoi le délire finalement alpha oméga, etc. Et je pense que on parlait de rapport de force un petit peu. Et je pense qu'il y a un aspect très fantasmagorique, très fantasme en fait, littéralement et totalement sur ces aspects rapport de force qu'on peut retrouver aussi dans le monster fuck, etc. Est-ce que, vous voulez en parler un petit peu justement si vous voulez justement, quel est votre intérêt pour le sujet en question et comment vous l'analysez? Excusez-moi, j'ai oublié de demander aux gens. Marie et Amélie pour commencer. Je vois pas du tout ce que c'est le. C'est quand tu tombes enceinte. C'est ça? C'est ça, hein? Ça peut être notamment ça, c'est pas forcément le cas. Il y a plein de façons de voir ce qu'on appelle l'Omegaverse. Alors on va faire une petite introduction, je pense qu'on a un tout petit peu de temps pour ça, où effectivement le concept c'est d'avoir un personnage qui est souvent un archétype de dominant, donc alpha, et un archétype de soumis, entre guillemets, oméga. On va avoir évidemment des retournements de code, etc., selon les cas, mais souvent ça va représenter ce rapport de force qui est donc pas, en l'occurrence sociétal, mais naturel, avec ces personnages qui sont nés alpha ou nés oméga. À la base, l'Omegaverse, c'est une énorme satire de notre société et de la façon dont il y a des rapports de force sociétaux, mais qui sont en fait là projetés dans quelque chose de physique. Et on se retrouve souvent donc avec des personnages qui sont oméga. Alors moi, je connais beaucoup plutôt le yaoi, mais on se retrouve souvent avec des personnages oméga qui souffrent énormément de leur naissance en tant qu'oméga, parce qu'ils sont considérés comme le plus bas de la société, etc., comme des naturellement soumis, etc. Et inversement, des alphas qui sont donc des archétypes, parfois des archétypes de gros machos, qui peuvent être un fantasme dans les productions romantico-érotiques. Ou inversement, on a un archétype aussi qui est justement le s'aimer gentil finalement, qui va être finalement l'inverse de ce machisme, et peut-être justement cette idée du mec du mec bien finalement un petit peu. Moi j'ai l'impression, j'analyse ça un petit peu comme ça.
Mais voilà pour cet aspect Omegaverse. Il y a énormément de choses à analyser. On devrait faire une table ronde entière sur le sujet, en fait. Bah, du coup, tu vois, c'est pas du tout ce que je pensais ce que c'était, tu vois. Donc, Il y a des aspects capacité de l'oméga, effectivement, à tomber enceint, en fait, mais c'est pas forcément le cœur du sujet. Ça va dépendre beaucoup des cas en soi. du coup, c'est vrai que personnellement, je me suis jamais renseignée là-dessus, donc je pensais que c'était que cet aspect-là et que pour l'instant, j'ai pas eu la curiosité de franchir le pas de le découvrir. Donc, du coup, Ouais, je pense que si tu as lu des bits dans ouais, dans les des bipites, bits, ouais, tout ce qui est loup-garou, en fin de ça compte, marche un peu. ça marche dans ce sens-là, quoi, en fait. Chaque fois qu'il y a une meute et qu'il y a un oméga et donc un alpha, oui, c'est le rapport entre les deux. Moi, j'aime bien ce genre de choses quand le rapport est inversé. Ça commence comme ça, que l'alpha, donc soit l'alpha, mais après que, voilà, il se laisse aller et que les choses s'inversent. Voilà, je pense que c'est une bonne chose, une belle chose de voir aussi que finalement, la domination, ce n'est pas toujours celle qu'on croit. Voilà, une fois que les sentiments sont là, peut-être qu'on peut se laisser aller physiquement à plus de choses avec la personne qu'on aime. On arrive à baisser les barrières et tout ça. Donc j'aime bien recevoir des histoires. J'en avais lu un d'ailleurs, il y en avait un qui était ensemble. Bon, je dirais, mais c'est vrai que C'est sympa. c'est intéressant. J'aime Ouais. bien quand les deux sont égaux quand même. Enfin, quand on arrive à une espèce d'égalité. Et au final, ouais, Ouais. une fois que c'est inversé, au final, on arrive à l'égalité. C'est un peu comme dans le BDSM, dans certaines relations BDSM, on pense que c'est le dominant qui contrôle tout, alors qu'en fait, quand on se renseigne et quand on connaît vachement le BDSM, en fait, c'est pas le dominant qui gère le truc, c'est le soumis. Et il y a vraiment un rapport de force très très intéressant. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui se retrouve souvent effectivement dans l'Omegaverse où on a enfin moi je l'ai pas mal constaté où finalement l'alpha est sentimentalement soumis en fait à une passion dévorante et absolument incontrôlable. Il y a beaucoup de codes aussi de cette question d'âme sœur et de lien, mais qui se crée aussi physiquement finalement, puisque là on est dans des projections physiques. Et qui en fait soumet l'alpha, donc l'archétype de la dominance finalement. Bon, c'est très très intéressant. Je vous invite à découvrir le sujet si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à travailler sur le sujet. Je pense qu'on a encore le temps pour Manapani et Violette. Je vais Manapani. Oui, après, quand on a parlé de personnages Oméga qui pouvaient tomber enceinte, j'ai pas pu m'empêcher de penser au doujin de Clamp sur Jojo, où il y a quelqu'un qui finit par pondre un œuf. Je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. Oui, sinon, pour faire bref, c'est vrai que ça peut être très intéressant au niveau de la dynamique entre les personnages pour ajouter de l'enjeu et de la progression émotionnelle. Ça peut être un outil scénaristique qui peut attiser la curiosité et poser plein de questions. Donc c'est vrai que c'est un genre qui a une certaine profondeur et qui mériterait effectivement d'avoir plus de temps consacré, mais je vais laisser la parole à Violette pour laisser le temps. Ben, en fait, j'en ai lu qu'un seul de yaoi, c'est Teijo Academy par Anna Collection. Et en fait, j'en ai lu qu'un seul parce que quand j'ai lu ce qu'était l'Omegaverse, tout ça, il y avait plein de choses qui me disaient que ça allait pas me plaire. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais passer mon argent, on va dire, dans d'autres choses où j'étais sûre que ça allait me plaire. Et comme j'avais vu sur le compte Instagram Teijo Academy, j'adorais la couverture, on voyait des illustrations de l'intérieur aussi, j'adorais. Du coup, je l'ai acheté sans regarder ce que c'était. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit: «Hein? Quoi?» Je me suis dit: «Bon, bah, je l'ai acheté, maintenant je vais le lire». Alors il est très bien en plus parce que tout au début, ils expliquent vraiment bien ce que c'est que l'Omegaverse justement. Donc voilà, je me suis mis à le lire et je suis pas encore entièrement conquise, mais c'est moins, je sais pas comment dire. C'est parce que je suis quand même quelqu'un de très ouverte d'esprit, en tout cas j'ose l'espérer et je pensais avoir plus de réserve que ça, parce que j'aimais pas trop en fait le côté hormones qui, prédéterminait d'un rôle et tout ça et je pensais que et ben, en fait,
comme ce que disait Amélie, je pensais que c'était un peu du style le BDSM, là où il y a le dominant, il domine, le soumis, il est soumis. Et en fait, effectivement, bah, alors que je savais que c'était pas le cas dans le BDSM, j'ai pas accordé le bénéfice du doute, on va dire, à l'Omegaverse. Et je me suis rendu compte que ben, c'était pas aussi clair que ça. Et donc, voilà. Alors, j'attends la suite pour voir si ça continue à me plaire. Mais en tout cas, c'était une découverte intéressante. C'est bien des fois de se surprendre en prenant des choses qui sont pas dans notre champ. Ah, tout à fait, oui. Bon, ben, je pense qu'on va noter pour une prochaine édition peut-être ce sujet-là, clairement. Je pense on va avoir pour un moment à discuter. Il y avait, je crois, j'ai vu une autre question passer, mais comme on n'a plus le temps, je vous propose pour les personnes qui souhaitent faire un petit after, d'aller dans la partie discussion Discord du Discord de Whitebooks qui s'appelle After Sandwich. Et là, vous allez pouvoir peut-être reposer un petit peu vos questions. Et moi, je vais répondre à la question restante sur le sentiment légitimité en tant qu'autrice pour écrire des relations masculines, qui était aussi une très très bonne question. Je vous invite à soit rester ici pour découvrir les annonces d'Amixem Bookmark et découvrir ou redécouvrir l'association Event.io et l'événement Wyman qui a lieu à Lyon en septembre. Et sinon, vous pouvez aussi suivre Amélie et Marie qui vont aller tout de suite dans un atelier de discussion. Ça va être discussion cosy, vous pourrez leur poser toutes vos questions, et peut-être qu'elles auront des questions pour vous aussi. Puis bah, je vous laisse ici. Merci beaucoup pour votre participation à cette table ronde, c'était absolument passionnant. À bientôt pour la suite, j'espère. Merci beaucoup. Merci.